le diaporama qui charge. Voilà, vous avez tout sous les yeux. C'est bon? Ok, donc Christophe, tu veux peut-être faire l'introduction, Oui. présenter en fait le pourquoi de ce webinaire, et puis donc pourquoi voilà, il fait suite aussi à l'enquête qui a été menée au mois de novembre. Donc je te laisse la Bonjour. parole. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez certainement, donc au mois de septembre, on a rebattu les cartes de l'animation communautique et donc c'est Stratis, finalement c'est Stratis qui a repris l'animation. Donc avec avec un pool de plusieurs animateurs, dont Isabelle Dremont, hein, sur la partie enquête, et j'avais prévu cette fois-ci qu'on puisse avoir des enquêtes en plus des animations classiques, webinars, séminaires, ateliers, groupes de travail. Voilà. Donc l'idée c'était de repartir et ça permettait à tout le monde aussi de se dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Normandie? Alors enfin, je dis bien en Normandie, hein, et puis depuis grosso modo 1 an et demi où Communautique est normand, enfin quasiment 2 ans. Et du coup, on a monté cette petite enquête avec Isabelle pour faire un état des lieux de l'utilisation du numérique essentiellement pédagogique dans les organismes de formation. Et c'est le préambule d'enquêtes un petit peu plus, je dirais, un peu plus individualisées qui auront lieu aussi en 2018, mais ça nous permet d'avoir un premier regard. Voilà, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est en Normandie. Voilà, donc Isabelle s'en est occupée. Alors Isabelle Dremont, peut-être que vous la connaissez, donc c'est une Bretonne. Et, et Isabelle, en fait, a pendant très longtemps a été, je dirais, l'instigatrice, ou en tout cas l'éditrice du portail Scoden, donc que vous connaissez toutes et tous, parce que je pense qu'on y a été beaucoup dans Scoden, on a beaucoup utilisé Scoden, voilà, donc et donc ben voilà, ben, je vais te laisser la parole maintenant sur l'enquête. D'accord, C'est merci hyper Christophe. saccadé, hein. C'est trop saccadé? C'est saccadé? Si vous avez vraiment des gros soucis de son, on peut peut-être figer les caméras. Enlève ma caméra parce que là je vais pas dire grand chose. Regarde juste la tienne. Bon après je La vais mienne, ok. enlever la mienne. Voilà. Ok. Bon, je garde la mienne, vous me dites s'il y a il y a des soucis. Donc, merci Christophe pour cette rapide introduction. Donc, je suis en effet basée près de Rennes et donc j'ai travaillé avec Jean-Luc sur la préparation de cette enquête et donc le questionnaire que vous avez reçu ou que les membres de vos organisations ont reçu. Donc, le but, hein, vraiment l'objectif, c'était d'obtenir une photographie à un instant T de l'état de la digitalisation des établissements de la communauté communautique. Hein, pour qu'on sache, voilà, maintenant on est fin 2017 et si on refait par exemple cette enquête dans 1 an ou dans 2 ans, on aura donc une trame et on pourra se dire est-ce qu'il y a eu des évolutions. Donc ça pourra nous donner quelques éléments importants pour pouvoir orienter aussi des solutions de soutien et d'appel à projet. Ensuite, c'est également une sorte de base de données pour faire des études terrain. Il y aura une étude terrain un peu plus fine qui est prévue début 2018, accompagnée également de la rédaction d'un livre blanc. Et donc, toutes les données que vous nous avez données donc, via ce questionnaire permettront de réaliser ces analyses et puis aussi de cibler des animations, des thématiques d'animation, que ce soit des webinaires ou des groupes de travail, des ateliers qui pourront se faire l'année prochaine. Donc voilà au niveau des objectifs qui étaient affichés et demandés pour l'enquête. Donc c'était une enquête assez rapide hein, puisqu'elle a eu lieu au mois de novembre, à peine sur 3 semaines. C'est vrai qu'elle a été pas forcément très bien. C'était pas forcément le bon timing hein, puisqu'il y avait aussi un appel à projet qui était en passe d'être fait, enfin qui devait être
envoyés avant la fin du mois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais on a eu quand même un certain nombre de réponses, grâce aussi peut-être aux relances qui ont été faites. Donc ne m'envoyez pas si j'ai envoyé plusieurs fois des relances. C'était pour vous rappeler donc, de pouvoir répondre à l'enquête. Donc sur le fichier de 70 personnes, on a eu 39 répondants. Donc, ce qui est déjà pas mal, ça donne un taux de réponse de 56%. Donc ça rend déjà l'analyse intéressante à faire et c'est vrai que ça nous donne une bonne première photographie de l'état de la digitalisation au niveau de tous les secteurs de la formation en Normandie, enfin de la communauté. Euh, voilà, alors pour ceux peut-être qui n'ont pas eu le questionnaire sous les yeux, il était divisé en 3 grandes parties. Donc on avait interrogé sur tout l'aspect technique et puis la présence des établissements sur les réseaux sociaux. Ensuite, on avait une partie qui était plus focalisée sur vraiment la mise en œuvre de la formation à distance, hein, de la multimodalité, à savoir est-ce que vraiment c'était quelque chose qui avait encore des freins importants ou est-ce que c'était une, euh, une modalité maintenant qui était vraiment admise par tous. Et puis également, quelles étaient les compétences actuelles des équipes euh, et s'il y avait encore des choses à développer. Et la dernière partie, c'était vraiment une question ouverte pour que vous puissiez donner votre avis sur des thématiques de webinaire, d'ateliers. Et également, est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur un groupe de travail, de donner votre temps ou d'envoyer des personnes, des formateurs, pour pouvoir réfléchir ensemble à une thématique bien précise et réaliser peut-être par la suite aussi un retour, donc soit sous forme de webinaire ou soit également sous forme de fiche de ce groupe de travail. Donc voilà un petit peu l'enquête qui était en ligne et qui était déclinée avec un certain nombre de questions. Alors déjà, par rapport au profil des répondants, donc on voit apparaître le terme de référent numérique. Donc plus le terme a été cité, plus il apparaît en gras, hein. C'est un petit peu le principe des nuages de mots-clés. Donc on a eu beaucoup de responsables informatiques, pédagogiques pardon, et de référents numériques. Bon, après, c'est vrai que il y avait parfois directeur, directrice, donc c'est la même fonction, mais c'est pas le même nom, donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément ces termes-là en gras. Euh, mais voilà, on a ici un petit peu la diversité des répondants à l'enquête. Je me Donc on avait permets, à la Isabelle. fois, oui, Je me permets parce que je vois qu'il y a une réflexion de Bénédicte Cousin disant je ne l'ai pas reçue. Alors en fait, cette enquête a été envoyée aux référents communautique parce que je ne souhaitais pas qu'elle parte en fait auprès de tous les membres communautique parce qu'aujourd'hui vous êtes 598 quelque chose comme ça. Donc vous savez qu'il y a des référents, un référent par structure. Alors il est possible que je n'ai pas toujours la bonne liste de référents, etc., etc. Donc veuillez bien m'excuser si je n'ai pas, si j'en ai oublié certains ou certaines. Il y a aussi des structures à qui je n'ai pas souhaité l'envoyer parce qu'ils ne font pas de la formation, donc plutôt des consultants, etc. Je ne voyais pas l'intérêt. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant bah tiens, moi j'aimerais être dans la boucle des référents numériques, des référents pardon communautiques pour la prochaine fois quoi. Voilà. Et je m'arrête là. d'accord. Ok, donc on va voir maintenant les principaux enseignements qui ont été tirés de cette étude. Donc au niveau de l'aspect technologique, on avait interrogé sur le raccordement, haut débit ou très haut débit. Donc on voit que pour une grande majorité des structures, c'est essentiellement le haut débit, donc pas encore le très haut débit. Et par contre, la DSL, qui est encore également la technologie de connexion la plus répandue,
suivi par la fibre optique et également le réseau mobile, 3G, 4G. C'est vrai que les débits peuvent être plus importants et, euh, et on les voit aussi se développer. Donc peut-être que l'année prochaine, ça sera également à observer si le réseau mobile augmente par rapport à l'utilisation de la DSL. Mais en tout cas, les conditions techniques sont là pour pouvoir utiliser les différents outils numériques. Également, au niveau de la couverture Wi-Fi dans les salles de classe, ce qui rend optimale l'utilisation d'Internet et des différents outils, des interfaces numériques, des environnements numériques qui sont à disposition. On a donc cet accès soit à 100%, 75%, donc vous voyez que c'est quand même très important. À noter également que dans les CDI, par exemple, ou d'autres espaces du centre de formation, on va avoir cette couverture. Sauf peut-être dans certaines salles plus spécialisées comme des labos, où il n'y aura pas forcément cette couverture Wi-Fi obligatoire ou sur voilà, des salles qui sont beaucoup plus techniques. Donc en fait, on a ici quand même une belle approche pour pouvoir utiliser les outils. De la même manière, donc on a le réseau, mais on a aussi un équipement informatique, alors qui va être basé essentiellement sur l'utilisation des salles multimédia, qui sont bien équipées en poste fixe. Hein, c'est ce qu'on remarque. Les, pour les ordinateurs portables, donc c'est un petit peu plus diversifié. Il y a certains centres qui ne sont pas du tout équipés, d'autres qui vont être plus ou moins équipés. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les tablettes et les tableaux numériques, notamment, sont très peu présents dans les centres. Et on verra qu'il y a aussi d'autres équipements qui sont utilisés d'une manière assez innovante et qui permettent aussi de faire des projets ou de répondre aux besoins qui sont proposés par euh, les apprenants. Donc au niveau des ordinateurs portables, hein, je le disais, comme les tablettes ou les TBI, c'est pas forcément euh, l'équipement qui est le plus préconisé ou qui est le plus à disposition pour l'instant dans les centres. Euh, certains ont noté qu'ils utilisaient donc ce qu'on appelle le BYOD, donc Bring Your Own Device, vous apportez votre propre matériel, donc c'est quelque chose qui tend à se développer, d'essayer de travailler quand la configuration de la salle ne le permet pas ou quand les salles de formation sont toutes prises. On demande aux élèves de venir avec leur propre matériel. Donc on va travailler avec des smartphones, on va travailler avec des tablettes. Donc ça peut poser des problèmes de connexion ou alors aussi d'équité parce qu'il faut vraiment s'assurer que tout le monde est vraiment bien équipé avec un matériel adéquat. Et c'est une solution qui permet de travailler avec le numérique, même si l'équipement n'est pas satisfaisant dans le centre. Euh, D'autres projets assez intéressants, c'est l'utilisation d'espaces numériques mobiles, donc là vraiment avec des minibus qui vont permettre d'aller au plus près aussi pour proposer de l'initiation à l'utilisation des outils numériques. Et puis les appareils photo, les caméras, donc là il y a peut-être aussi les smartphones qui font usage, qui peuvent permettre de faire usage de la vidéoconférence et de l'appareil photo, euh, et d'autres équipements un peu plus précis comme les valises MP4 et le Chromebook. Voilà, donc ça ce sont des équipements qui ont été
notés par certains centres et qui sont également une manière d'aborder l'usage des outils numériques auprès des élèves. Mais juste pour dire, il faut relativiser parce que je vois dans les réponses, il y a des choses que je redécouvre, hein. Je vais être franc, j'ai pas regardé en profondeur, mais c'est une réponse, donc ça reste quelque chose qui est très marginal quand même. Oui, oui, oui. Même sur, Oui, oui, même c'est sur le bio simplement. de ouais, c'est trois Oui, réponses sur 39 et sur 70 personnes à qui on l'avait envoyé, donc ça reste encore quelque chose de très peu répandu, quoi. oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Alors par contre, ce qui est commun à tout le monde, c'est l'usage de la plateforme LMS, hein, d'une plateforme de formation à distance pour la diffusion de cours, pour mettre les cours en ligne. Il y a vraiment 99, il y a un seul centre sur tous ceux qui ont été interrogés qui n'était pas équipé d'une plateforme de formation à distance. Et au niveau donc de la plateforme LMS, donc c'est très très varié puisqu'on passe de online format pro à Moodle, e-learning manager, d'anciennement IDOCO, maintenant Talentsoft. It's Learning qui a été aussi nommé plusieurs fois, mais alors écrit différemment, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît qu'une fois. Voilà, mais sinon, c'est vrai qu'on est sur un nombre assez important de plateformes et que ce soit de l'open source, hein, comme Moodle, ou une offre commerciale, une offre un peu plus commerciale, ou alors aussi des plateformes qui sont nationales, comme Igreta. Donc, il y a certains Mhm. réseaux qui vont utiliser les plateformes mises à disposition par l'organisation nationale. Ou alors utiliser tout simplement euh, des plateformes, des LMS vraiment très spécifiques utilisées et réalisées pour un centre de formation. On continue dans les équipements avec l'usage de la visioconférence. Donc ça, c'est une question, c'est vrai, qui n'avait pas été posée directement, mais ce sont des réponses qui sont apparues très fréquemment sur l'usage d'un outil de visioconférence avec différents aspects, soit en salle de visioconférence, donc avec un matériel déjà bien ciblé qui permet de faire des visioconférences de qualité avec caméra, captation aussi vidéo dans des cuisines, par exemple, des cuisines d'application. Et sinon, l'usage également de la visioconférence par Internet, donc comme on le fait maintenant, avec des logiciels ou des applications web comme Skype, Adobe Connect, Classilio, Via ou de la visioconférence mobile. Donc là, par contre, on n'a pas eu le retour à savoir si ces outils étaient utilisés dans un cadre pédagogique, hein, si c'était pour former les élèves ou les suivre quand ils sont, par exemple, en stage, ou si c'était pour l'organisation de réunions d'information, de conférences. Donc là, on n'a pas, pour l'instant, mené le questionnement sur l'usage de ces équipements. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est comment il était assez utilisé et présent dans les structures. Ensuite, pour les équipements très innovants, euh, on peut noter la présence de 3 Learning Labs dans le réseau communautique. Alors, ces Learning Labs ne sont pas forcément appelés sous cette appellation. On les retrouve sous le nom de Showroom, Fab Lab. Alors le Showroom, c'est la structure StarTech Normandie. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici qui, qui nous ont informés de la présence
d'une telle classe, d'un tel dispositif dans leur centre. Alors showroom, ça veut peut-être simplement dire mise à disposition de matériel innovant euh, pour être peut-être simplement montré et pas forcément utilisé. Le Learning Lab, on est plus dans l'utilisation des nouvelles technologies, de voir ce qu'elles peuvent apporter dans un contexte de formation, plus comme un Fab Lab. Alors le Fab Lab, c'était la structure 3IFA qui avait fait référence à sa présence, et des Learning Labs qui sont en projet. Alors il y avait l'AFPA qui est en train de réfléchir à ça. Et par contre, un Fab Lab dédié Si je aux peux... outils numériques de chantier sur, pour la structure Fab 21. Voilà, D'accord. donc c'est Et déjà des choses intéressantes puisque ça va permettre de changer aussi les manières de pratiquer la pédagogie. On pourra avoir peut-être des retours d'expérience par rapport à l'utilisation de ces salles de classe ou de ces salles ateliers d'innovation pédagogique. En tout cas, ce sont des lieux qui vont permettre de réfléchir différemment. Donc ça peut être un point d'entrée aussi pour commencer à voir les formations sous un œil différent. je me permets, je fais un petit aparté. Il y a aussi, alors ils n'ont peut-être pas répondu, mais il y a aussi l'IFCC qui à Lisieux a monté un Fab Lab et ils l'ont monté avec des apprenants qui étaient sur une formation qui s'appelle référent numérique et ils ont profité en fait de leur apprendre le numérique pour dire tiens ensemble on va constituer finalement on va acheter quelques kits de machines Fab Lab et puis on va les monter ensemble et vous allez apprendre à les utiliser, à coder, etc., etc. Donc c'est une démarche intéressante parce que c'est vraiment du coup de l'apprendre en faisant et au fur et à mesure où ces formations ont lieu, ben, je dirais que le Fab Lab s'agrandit, est utilisé par plus de personnes, etc. Donc voilà, c'est juste pour donner. Mais peut-être qu'ils n'ont pas répondu. Je ne sais pas si la IFCC a répondu. D'accord. Non, bah, je pense pas avoir eu de réponse sur ce centre-là. Oui, et je voulais ajouter sur les Fab Labs, c'est vrai que ce sont des lieux qui sont à l'intérieur d'un centre et qui permettent à la fois aux formateurs, mais aussi aux apprenants de se rencontrer et de créer ensemble. Donc c'est ça qui est un petit peu la nouveauté, puisque en fait, on a un échange de de l'apprenant vers le formateur et du formateur qui va aussi guider les apprenants dans leur réalisation. Donc voilà pour la première partie sur l'équipement. On va passer maintenant à la partie sur la multimodalité, donc sur la mise en œuvre de la formation à distance et de l'usage des nouvelles technologies dans les pratiques de formation. Alors une bonne nouvelle, puisqu'il y a plus de 80% des personnes qui interrogées là, dans l'enquête qui ne pensent pas, qui ne trouvent pas que la multimodalité soit une difficulté à mettre en œuvre. Donc c'est déjà un bon point, ça veut dire que on peut déjà à partir des choses qui sont mises en place aller encore plus loin dans, dans l'innovation et dans la création, dans la mise en place de plus de formations à distance. Donc déjà, la multimodalité n'effraie plus. Et malheureusement, il y a quand même des freins qui sont là et qui restent importants. Alors les freins qui ont été le plus souvent nommés, donc ce sont les coûts de la mise en œuvre, le manque de temps également, puisqu'on est à presque au même taux, à 60%. Trouver du temps pour innover. Donc trouver du temps, est-ce que ce sont les formateurs qui doivent trouver le temps pour innover? Comment s'organise la structure pour, d'une manière stratégique, donner également du temps ou, pour innover?
les réticences des équipes face au changement. Donc ça, c'est par rapport à l'usage du numérique peut-être d'une manière globale. Et puis, comment ça va impacter également le formateur, l'équipe pédagogique, l'administration également, qui va devoir s'organiser différemment quand on met en place l'inscription des apprenants sur une plateforme, par exemple. Est-ce que d'un point de vue organisationnel, ça va être le service administratif qui s'en occupe ou alors plutôt le service technique, le formateur pour son groupe d'apprenants? Voilà, il y a des choses à mettre en place à partir du moment où on passe sur un mode de formation mixte et qu'on fait usage d'une plateforme de formation à distance. Et puis, ce qui reste important, c'est le manque de formation de formateurs, ou plutôt, moi, je dirais un besoin continuel de formation de formateurs pour leur permettre de rester toujours à la page par rapport aux outils numériques qui apparaissent vraiment de manière assez rapide et qui se renouvellent très rapidement de mois en mois ou de trimestre en trimestre. Donc de savoir quelles sont les expérimentations qui ont été faites avec ces outils-là, quelles sont les bonnes pratiques, comment à partir d'un outil que je connais, je peux aller travailler encore plus loin sur des techniques plus innovantes. Donc voilà au niveau des freins les plus importants. Ensuite, de manière ponctuelle, d'autres freins ont été énoncés, comme la rigidité administrative qui rend difficile aussi la mise en place de la multimodalité, ou alors au niveau de l'organisation des ressources humaines, de trouver une personne qui puisse être ambassadrice, qui puisse être référente numérique. Euh, il reste également pour certains centres, suivant les publics, la question de l'autonomie des apprenants. L'autonomie par rapport aux outils numériques et l'autonomie par rapport aussi sans doute à l'apprentissage. Et puis le hiatus qu'il y a toujours entre le fait de vouloir commencer un changement et l'attente vraiment de ce qui a été réalisé suite à l'évolution de ce changement. Donc on a une temporalité par rapport à cette évolution du changement et peut-être également la difficulté lorsqu'on veut tout de suite commencer avec du e-learning de ne pas trouver des modules, des ressources qui sont déjà tout de suite prêtes à être utilisées. Donc ici étaient nommés les domaines comme le BTP ou l'industrie. Voilà donc pour les freins qui restent importants, mais celui qui est le plus important, ça va être au niveau des coûts de la mise en œuvre. D'ailleurs, c'était une question qui était revenue dans les points abordés lors des groupes de travail et les ateliers. Je continue avec l'animation. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ce qui a été noté et c'est peut-être un petit peu compliqué à lire. Donc en fait, c'est vrai qu'on a eu, là c'était des questions ouvertes sur l'animation, sur les thématiques pour animer le prochain programme là, de 2018 sous forme de webinaire ou d'atelier. Donc on avait des demandes très générales, donc ça, on voit que vraiment les intérêts sont très divers, diversifiés. On a la question des droits d'auteur, par exemple, qui reste une question importante, le mobile learning, le travail collaboratif, la classe inversée, les outils du tutorat. Donc toutes ces demandes
ou les badges numériques aussi, qui sont assez demandes récentes aussi, des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment en Normandie, avec le projet Badgeons la Normandie. Mhm. Euh, voilà, donc ça reste des sujets très, très vastes où il y a un intérêt qui pourra permettre aussi des applications concrètes dans les centres. Ensuite, on a eu aussi des demandes qui concernaient en particulier la mise en place du dispositif de formation à distance, avec des choses peut-être très précises sur la manière, euh, par exemple, faire de la multimodalité à moindre coût pour pouvoir abaisser ce frein, Mhm. euh, découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que la pédagogie du social learning, comment on va Mhm. créer une scénarisation de parcours de formation à distance, comment on va former les formateurs, comment on peut appréhender la transformation numérique dans un centre de formation, et puis voilà d'autres actions sur la multimodalité pardon, sur des formations bien précises. Donc la multimodalité, elle est très diverse. Il y a des dispositifs de formation à distance mixtes qui sont des modèles, mais c'est vrai que chaque formation est différente et pour chaque formation, il y aura une solution multimodale. Ensuite, on aura également des demandes encore plus ciblées sur l'utilisation des outils qui nous ont été notifiés. Alors, pour ceux qui ont un TBI, d'installer l'utilisation de ce TBI, comment optimiser l'utilisation d'un TBI en classe, euh, l'utilisation des ENT, faire de la vidéo à 360 degrés immersive avec des élèves, ou l'accompagnement en classe virtuelle pour ceux qui utilisent cette modalité dans leur parcours de formation mixte. L'usage de la classe virtuelle comme en mode synchrone, comment on va accompagner les élèves, comment on va faire cet accompagnement et est-ce que les réseaux sociaux peuvent être utilisés dans un contexte pédagogique. Voilà, donc ce sont des thématiques très variées, parfois précises et qui pourront être donc vues sur le programme de l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on retrouve finalement, on retrouve des choses assez, je dirais des demandes assez généralistes sur comment mettre en place la multimodalité, les LMS, etc. Des choses plus outils et des choses qui vont plus sur l'avant-garde, quoi, sur le demain ou l'aujourd'hui. Mais quand je vois chatbot, quand je vois badge numérique, etc. Donc on retrouve toujours à peu près ces trois thématiques-là et qu'on essaye en effet d'animer de manière différente. Enfin, je vous en parlerai après, à la fin. Oui, donc ça c'était la première question posée sur l'animation. Nous, on voulait aussi aller un peu plus loin en demandant aux membres de Communautique s'ils étaient prêts à s'impliquer dans des groupes de travail euh, et, euh, et si c'était le cas, vraiment, quels étaient les thèmes sur lesquels ils voulaient s'investir, où ils voulaient communiquer et s'impliquer. Donc il y a 6 grandes thématiques qui sont apparues. Donc on retrouve la multimodalité, les outils aussi, bien que les outils soient utilisés dans les centres, c'est vrai qu'il y a besoin d'une veille continue, il y a besoin aussi d'échanges de ces expérimentations et puis de connaître les derniers outils utilisés, les derniers outils qui peuvent aider les apprenants à mieux apprendre. L'usage de la réalité virtuelle et augmentée,
la transformation numérique des centres et la prescription FAD, donc par rapport aux documents officiels que l'on doit rendre, comme les certificats d'assiduité notamment. Et l'évaluation, la certification qui comprend l'usage des badges numériques. Pour aller peut-être un peu plus en détail sur ce qui a été noté dans la multimodalité, on avait des demandes par rapport à l'organisation des équipes, comment amener par exemple une équipe à travailler sur l'intermodalité, euh, comment rendre les apprenants co-auteurs de leur parcours dans un parcours multimodal, comment accompagner, quelle est la posture du formateur dans un parcours multimodal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les impacts économiques sur les organisations et une demande également d'échange de pratiques, non seulement sur les outils, mais aussi sur la manière de réaliser des parcours de formation à distance. Euh, Au niveau des outils, donc on reparlait des Learning Labs, de la création d'outils, des échanges de pratiques, voilà. La réalité virtuelle, donc on était beaucoup sur comment l'utiliser. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent qui est utilisé par certains centres. Et donc comment créer des scénarios pédagogiques en réalité virtuelle et dans une autre mesure, comment réaliser, avec quel logiciel, avec quel outil peut-on réaliser des parcours qui incluent la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc sur la transformation numérique, on était encore une fois sur la posture du formateur, l'aider à devenir le formateur numérique ou le formateur à distance, et accompagner également les structures dans cette transformation euh, vers le digital learning. En ce qui concerne, pour finir sur la prescription de la formation à distance, euh, on avait donc les critères d'assiduité, comment accompagner les financeurs dans la prescription numérique, et voilà, comment valoriser aussi les traces de l'activité numérique des apprenants. Donc ça, c'est pas forcément Mhm. que de la prescription, ça peut être aussi ça peut être aussi une question de multimodalité. Comment permettre aux apprenants d'être aussi motivés et responsables de leur apprentissage. Et l'évaluation, la certification, donc c'était avec les badges numériques, avec les compétences numériques aussi, comment est-ce qu'on peut les certifier, comment peut-on les certifier, et est-ce que c'est possible de tout certifier à distance. Voilà, donc des Mhm. questions à travailler donc de manière plus détaillée avec Très bien, des personnes qui sont prêtes à s'engager pour ça. Ça fait écho, le dernier, il a fait écho notamment au badge numérique, c'est intéressant parce on a toute une démarche en Normandie, comme tu disais tout à l'heure, badge en Normandie, avec la possibilité, je dirais, pour chacun de s'inscrire dans cette démarche, hein. Je reviendrai vers vous là-dessus courant janvier, mais c'est intéressant parce que du coup ça fait écho et c'est une nouvelle solution, en effet, c'est une nouvelle solution d'évaluation, de certification, etc. Voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est un outil de reconnaissance pour les apprenants euh, et Mhm. ça peut leur permettre d'être beaucoup plus acteurs de leur formation comme on demande de le faire maintenant. Voilà, donc je vais terminer avec la diapositive suivante sur d'autres thématiques qui ont été proposées également. Donc conception de badges sur différentes compétences numériques. Donc là, c'est pas forcément par rapport aux formations, c'est sur les compétences numériques euh, des équipes. Euh, la réalisation de tutoriels vidéo, le serious game,
Ah oui, je n'ai pas noté, il y avait aussi l'escape game qui avait été noté. La L'escape, création, oui, tu peux expliquer? l'escape C'est quoi? C'est game, escape? oui, alors ça c'est vrai que c'est très innovant, donc on le voit beaucoup apparaître dans, dans les collèges et les lycées en ce moment. Si vous allez sur Twitter et vous tapez escape game, vous allez voir beaucoup d'expérimentations qui sont faites. Un escape game, à l'origine, c'est une salle où on va euh, créer des énigmes et on va demander à une équipe de 5-6 personnes de résoudre ces énigmes. Donc c'est un D'accord. phénomène qui vient du Japon, je crois que ça date des années 2000. Et, euh, et donc, à la il y a plein de petites énigmes qui sont proposées et dans un temps imparti, en général c'est 1 heure, 60 minutes, l'équipe doit pouvoir sortir de la salle. Donc D'accord. ça ne va pas forcément être cette configuration-là dans un cadre pédagogique, mais c'est la même idée. C'est l'idée de mettre ensemble des apprenants pour leur faire faire des énigmes qui sont en lien par exemple avec une discipline. Ça peut être aussi pour euh, développer des compétences numériques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de manière individuelle, on ne va pas réussir à résoudre tablettes, d'appareils. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de manière individuelle, on ne va pas réussir à résoudre l'énigme, on va réussir à la résoudre parce que tout le monde est là et qu'on est aussi en mouvement. Donc on a une autre approche de la formation, on a une autre approche de l'apprentissage, on est dans la réactivité, on est dans la collaboration et on va aussi euh, en, en, apportant ce côté ludique, euh, entraîner une motivation peut-être pour d'autres actions de formation par la suite. Donc Mhm. les escape games, c'est quelque chose qui commence à être mis en place en formation professionnelle, mais on aura beaucoup d'exemples euh, dans, dans, le, dans les, comment dire, dans ce qui se fait au niveau de l'éducation nationale. Voilà pour cette petite discrétion. Sinon, on avait également comme thématique les outils tests, les tests de positionnement, qui restent importants euh, pour une entrée en formation. Et puis les pédagogies innovantes, la mobilité virtuelle. Voilà, l'usage peut-être aussi du mobile learning. Mobile learning. Ok. Voilà, donc ça met fin à l'enquête. Donc on a vu ces trois approches au niveau de l'équipement, de la multimodalité et des actions. Et donc, Christophe, tu veux peut-être compléter avec le programme déjà, les prévus pour l'année prochaine. Oui, Tu peux les remettre ta débuts, caméra? on va dire les débuts, je reprends la main donc pour parler des débuts de prévision. Ah, là, hop, hop, hop. Du coup, je vais remettre ma caméra. Voilà. Donc les débuts de prévision, hein, parce qu'en fait, quand on a travaillé avec Jean-Luc sur ces animations, on n'avait pas encore tout à fait la totalité des résultats de l'enquête. Donc du coup, il y a des choses qui se croisent, mais enfin, il y a des choses finalement, on s'était pas trop trompé. Déjà une première chose pour dire que, en fait, moi l'enquête c'est bien parce que ça assoit un certain nombre de choses. C'est important aussi pour nous de pouvoir dire en interne, etc., où en est la multimodalité, c'est important, hein, parce qu'on peut se dire, finalement, c'est un constat et après, donc ça nous aide à créer ces animations, et puis ça nous aide, comme disait tout à l'heure Isabelle, à peut-être se dire dans un an, finalement, où est-ce qu'on en sera, etc., etc. Moi, j'ai pas été surpris outre mesure. J'y ai trouvé ce à quoi je m'y attendais, plutôt plutôt content d'ailleurs, hein, en me disant bon voilà, c'est toujours agréable de se dire finalement la multimodalité ne pose plus de problème, en tout cas psychologique. Ça en pose encore financièrement, etc. Et de toute façon, ça en posera. Voilà, mais ça en posera tout le temps parce que de toute façon, c'est de la conduite de changement. De toute façon, c'est de l'investissement, c'est de la recherche et développement. Donc ça, dans une entreprise, c'est toujours quelque chose qui pose souci. Mais en tout cas, c'est bien rentré, je dirais, dans la tête. Et puis le fait de se dire, les outils, il y a des outils partout, il y a du Wi-Fi, etc. Ça fonctionne et c'est utilisé de manière générale.
Alors, ce qu'on a prévu pour l'an prochain, dans un premier temps, alors on va essayer de faire un webinaire tous les mois. On a fait des choses assez génériques, hein, parce on s'était rendu compte, alors soit résultat de l'enquête, soit ce qu'on vous demande, vous savez, de remplir les petits questionnaires de satisfaction, qu'il y a pas mal de demandes sur des choses un peu, j'ai envie de dire, basiques. Voilà. Alors on va démarrer sur un webinar en janvier sur le numérique en OF, quelles compétences faut-il demain. À la fois on parle surtout des compétences des formateurs, je dirais, des personnels en fait des organismes de formation. On va faire quelque chose au mois de février sur les outils de veille, parce que ça on se rend compte que les outils de veille c'est quelque chose qui revient de manière assez redondante. Hein. Voilà, comment j'organise ma veille. On va faire deux animations mars et avril sur la data. On parle beaucoup de la data, hein, des données, la data pourquoi. Alors on va faire quelque chose un peu sur la data pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi on se mobilise là-dessus aujourd'hui, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on font que certains chercheurs aujourd'hui dans le domaine de la formation. Et on commence à avoir en fait des résultats, en tout cas des retours d'expérience là-dessus qui sont fort intéressants. Et puis on fera quelque chose de beaucoup plus juridique en mois d'avril, et c'est un rapport avec la data sur la protection des données et le nouveau règlement général des protections des données qui intervient dès mai 2018. Voilà, au moins que vous soyez au courant de ce qui se passe dans cette sphère-là, c'est toujours important. Donc ça, ce sont les premiers webinars. On aura alors, petite remarque pour Christophe, peut-être, mais est-ce que chez moi le son est hyper saturé? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Oui. Alors, deux ateliers. Alors, en effet, il y a des choses qu'on fait le même jour, voilà, parce que finalement, il y a 600 membres dans Communauty, tout le monde ne vient pas partout, et on s'est dit à un moment donné, avec les agendas des uns des autres, le fait des animateurs, aussi être en dehors des périodes scolaires, ça devient assez compliqué, éviter les mercredis, etc., etc. Finalement, on est obligé de faire des choses parfois le même jour. Donc on aura deux ateliers d'une journée, alors sur de la découverte d'outils. Alors là, c'est des outils, c'est pas d'outils de veille, mais c'est vraiment des outils. Hein. Ces outils, comment est-ce que je crée ma ressource, comment je crée une évaluation, etc., etc. Donc on va en faire un à Caen et un à Rouen, parce qu'on s'est dit aussi que les ateliers, ça c'est des choses qu'on a besoin de faire en présentiel, on a besoin de se voir, on a besoin d'être autour d'une table, etc. Et c'est difficile en fait de trouver un seul et même lieu, donc on va faire la même chose deux fois. Alors on verra peut-être que finalement, s'il faut décaler le 15, on fera le 16 pour le webinar, on verra quand même. Hein. Deux groupes de travail. Alors un sur les banques de ressources en ligne, c'est aussi quelque chose qui revient dans vos commentaires souvent, c'est-à-dire où est-ce que je vais chercher les ressources numériques aujourd'hui sur le web. Donc c'est pareil, on va faire un groupe de travail là-dessus. Alors sachant que souvent le groupe de travail, je me rends compte que ça produit quelque chose qui sert aux gens du groupe de travail, et parfois il faut les refaire derrière. Donc ça servira, ça servira au moins aux gens qui feront ce groupe de travail, avec après l'idée, je vous parlerai d'autre chose après. Donc banque de ressources en ligne, et puis je voudrais faire un groupe de travail aussi sur la préparation des JIPN 2018. Les JIPN, donc les Journées d'innovation pédagogique normande 2018, auront lieu au Havre, on ne sait pas encore où, mais au Havre, les 4 et 5 juillet. L'an dernier, j'étais un peu seul à la manœuvre pour Communauty, j'ai eu peu de temps finalement pour m'en occuper. Donc ce que je voudrais... est-ce que tu peux enlever ma caméra? Je vais enlever la caméra parce qu'apparemment il y a saturation. Hop. Donc je disais ce que je souhaiterais, c'est mener un groupe de travail, mais du coup je vais vous proposer de faire partie de l'organisation des GIPN. Voilà, donc on va monter un groupe de travail. Il y a tout un tas de lots dans les GIPN. Hein. Il y a le lot, par exemple, communication, il y a le lot logistique, il y a le lot organisation des ateliers, etc. Donc on va en prendre un dans Communauty et puis on va le mener ensemble. Voilà. Et je voudrais que vous vous impliquiez aussi que vous impliquiez aussi dedans. Et puis on imagine aussi un groupe de travail deuxième semestre sur démarrer la multimodalité. Démarrer en multimodalité, alors même s'il y a des actions, des réformes, du CREFOR, on va dire du CARIFOREF normand là-dessus,
qu'il y aura des actions de professionnalisation, certainement de AGFOS aussi, AGFOS PME là-dessus. On fera aussi un groupe de travail parce que parfois il faut aussi trouver plusieurs modalités pour un même thème. JPN, ça je vous en ai parlé. Et puis rapidement, donc il y aura des actions de professionnalisation cette année, toujours sur la multimodalité. AGFOS PME aussi a une grande volonté de développer la digitalisation des organismes de formation. Et quand ils disent digitalisation, c'est à la fois dans la pédagogie, mais c'est l'organisation aussi interne, l'organisme en tant qu'entreprise, comment se digitalise-t-elle en fait aujourd'hui. Ça, je vous en parle, ça vous concerne pas forcément, mais on développe aussi un label CFA numérique normand, mais qui pourra s'appliquer aussi, c'est-à-dire qu'on pourra imaginer que ce qui est fait pour un label CFA numérique pourra fonctionner pour un label OF numérique demain. On va essayer d'organiser un hackathon pédagogique au mois de mai. On va, d'autres petites choses, donc le site communautique Web 2, que je dis Web 2.0, qui sera beaucoup plus réseau social. Normalement, il est en pleine construction, là, donc normalement c'est pour le mois de mars, donc ça nous permettra d'échanger beaucoup mieux que ce que l'on fait actuellement. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont à côté, mais dont je vous parle aussi, parce que j'aurai l'occasion de vous en parler, parce qu'il y a des choses qui vont vous certainement avoir une répercussion sur votre activité. C'est le développement de tiers-lieux. On va créer une cartographie aussi de la Normandie de tout ce qui est... Qu'est-ce que j'ai mis? D'une cartographie de la Normandie pédagogique. Ah non, je me suis trompé. C'est de tout ce qui est projet, de la Normandie, de la multimodalité en Normandie, et puis être capable de dire tiens, il y a tel projet, il y a tel type de projet à tel endroit. On imagine aussi de développer un MOOC, digitaliser son organisme de formation, c'est-à-dire que l'idée, quand je dis démarrer en multimodalité, ce serait bien qu'à un moment donné, on arrive à en faire un MOOC et puis de le proposer en tant que tel, peut-être avec des sessions de MOOC, mais en tout cas que les ressources en fait existent une bonne fois pour toutes. Et puis ce qu'on voudrait aussi mettre en place, c'est une découverte d'entreprises ayant fait leur transition numérique. Donc là, l'idée, c'est plus aller sur mon OF en tant qu'entreprise. Demain, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise digitale? En quoi elle doit, une entreprise qui fait sa transition numérique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est valable aussi pour moi en tant qu'organisme de formation. Donc, on voudrait vous proposer en fait dans une journée, peut-être d'aller voir 3 entreprises. Alors, on va plutôt prendre des PME qui auraient fait leur transition numérique en disant tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour elles dans leur relation client, dans leur relation interne, etc., etc. Voilà, qu'on sorte un petit peu du cadre, qu'on sorte aussi du cadre purement pédagogique, mais qu'on mette vraiment le numérique au service dans l'entreprise, de l'organisme en tant qu'entreprise. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et je n'ai pas parlé des Olympiades sur lesquelles on va être impacté aussi sur le métier du numérique. Voilà, donc du coup, ça fait beaucoup de choses en développement, mais c'est bien, voilà. Au revoir Sylvain, à bientôt. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est vrai qu'il est 14h, on va devoir s'arrêter. Oui. Je vous livre tout cela comme ça, vous prendrez le temps de le regarder. Je vais vous demander, comme d'habitude, de remplir l'enquête de satisfaction. Et ce que je voudrais surtout, à la fin, j'ai dit merci de noter à la fin du questionnaire, non pas les thèmes que vous souhaitez voir développer, parce que ça y est, je crois qu'on a pas mal de retours là-dessus, grâce à l'enquête, mais plutôt vos contributions possibles dans l'année 2018. Alors, c'est à la fois participer à un groupe de travail, mais lequel, par exemple, sur quel thème? Ça peut être aussi animer un groupe de travail, ça peut être animer un webinaire en disant, tiens, j'ai une compétence là-dessus, moi je voudrais vous parler de ce que j'ai fait, etc., etc. Voilà. Mais j'espère que j'ai pas été trop long, mais on est 14h. Et suite au prochain numéro, puisque, alors cette enquête... Quelques questions? Oui. Alors, du coup, si je reprends un peu les questions, peut-être un peu en avril pour mise en place obligatoire en mai. Je reprends. Oui, il y a eu quelques questions quand tu... Dans un groupe de travail, escape game, d'accord. annoncer le programme. Sur ma compétitrice, le souhait saturé, outil de veille et journée, oui, ça c'est vrai. Alors, je voudrais peut-être qu'on revoie quand même l'histoire du 15 février. Peut-être un peu tard, Sylvain, là, RGPD en avril pour mise en place obligatoire en mai, oui.
D'accord. On a possibilité après d'inverser, hein, de switcher, peut-être en mars. Je vais devoir vous quitter. Bon, ça, d'accord. Euh, voilà. Bon, écoutez, merci en tout cas. Merci de votre attention. Comme d'habitude, eh bien ce webinaire sera podcastable dès la semaine prochaine, hein, sur le site communautique. Et puis, je vais mettre moi en ligne, je vais mettre assez vite en ligne en fait les premières animations prévues pour 2018. Voilà. Et puis, je crois certains d'entre vous se sont inscrits aux animations de la semaine prochaine à Rouen. J'aurai plaisir à vous y voir puisque j'y serai. Et puis, il y a encore plein de places, donc n'hésitez pas à venir, malgré le temps pourri qu'on a aujourd'hui. J'espère qu'on aura un temps un peu moins pourri la semaine prochaine pour, Ah bah, voilà. venez en Bretagne, il y a du soleil aujourd'hui. Je t'envie parce que moi je suis au Havre et c'est l'apocalypse. Merci Isabelle. Merci, merci Au à revoir. tous. Bonne fin de journée, puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.